Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que, comme tous les jours, vous allez découvrir dans quelques instants. Vous avez été barisienne avant de devenir parisienne, Paris la reine du monde, qui a justement fait de vous une reine. Vous avez chauffé des salles entières avec une chanson dont la neige vous a conduit vers des sommets. Vous devenez enfin vous-même avec un album dont le titre évoque un volcan, ce qui devrait vous permettre d'exploser dans le bon sens du terme. Bonjour Anaïs Delva. Bonjour Jacques. C'est vrai que cet album Obsidienne, on en parlait tout à l'heure, il y a des très très belles chansons, il est rouge et c'est un album haut en couleur, mais le principe de l'émission des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés de votre vie ou des dates clés qui vous ont marqué. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 11 septembre 1978, ça ne vous dit rien, mais c'est la sortie d'un album, écoutez. Ah bah oui. Oui. Starmania. Eh oui, Starmania, car je crois que cet album est à l'origine de votre vocation, Anaïs Delva. Complètement. Oui, en fait, quand j'étais petite, mon frère est allé voir Starmania sur scène. Alors c'était une autre version, c'était la version Mogador, mais voilà, moi j'étais trop petite pour y aller. Je voulais y aller, il a emmené ma grande sœur, j'étais très jalouse. Et du coup, comme j'ai fait la tronche, et ma maman est allée acheter le disque. Et j'ai découvert Starmania, et là je me suis dit que en fait, c'était ça que je voulais faire de ma vie, je voulais raconter des histoires en chantant. Voilà, et Starmania, c'était la bonne version 93, parce qu'en 79, ça a marchoté, ça va pu reprendre après, et ça, la version culte, c'est celle-là. Et il faut savoir que Michel Berger a enregistré l'album en 8 jours, tout était précis, c'était une mécanique de précision, alors que dans la vie, il ne savait même pas où était le réfrigérateur. Vous voyez, c'était le contraire. Alors, tout ça se passe à Bar-le-Duc, où vous êtes né. Et Bar-le-Duc, c'est dans... Bon, quand je dis que vous avez été barisienne, c'est-à-dire qu'on appelle les gens de Bar-le-Duc des Barisiens. Ouais, c'est les Barisiens, ouais, tout à fait. Et il y a Didier Augustin, qui est de Bar-le-Duc également. Oui. Et Sophie Talman, qui est de Bar-le-Duc. Sophie Talman, son papa m'a appris à conduire, d'ailleurs. En plus. Ouais. Et il faut savoir qu'il y a un jour quelqu'un qui vient à Bar-le-Duc pour un mariage, c'est Montaigne, et c'est au mariage du duc d'Anjou qu'il a eu l'idée d'écrire ses essais. Ah ouais, ça je savais pas. Voilà. Donc vos parents travaillent au ministère de la Justice, et votre vie c'est la chanson dès vos jeunes années, Anaïs Delva. Oui, mon papa chantait beaucoup, en fait. Mon papa chantait énormément en chorale. Il jouait du piano à la maison. Voilà, il était tout le temps... Et puis mon grand-père était musicien aussi dans l'armée, donc je pense que c'était un petit peu dans les veines. Mon frère est percussionniste, donc il y avait quelque chose. Mais il y avait personne qui en avait fait son métier. Oui, alors que là, dans votre jeunesse, bon, c'est de la musique jour et nuit, je crois, dans votre chambre. Ah, tout le temps, tout le temps. Des nuits blanches à écouter de la musique, à écouter les techniques vocales des gens que j'aimais beaucoup, à apprendre en écoutant, ouais. Ça a été une grosse partie. C'était, je crois, Véronique Sanson, France Gall, et je crois que vos poupées Barbie étaient aussi dans le coup, Anaïs Delva. Oh bah, je faisais plein de mises en scène dans ma chambre, oui, avec tout ce que je trouvais. Alors c'était les jouets, je rêvais vraiment beaucoup. Mais est-ce que vos parents comprenaient, parce que finalement, c'était pas évident de devenir chanteuse, Anaïs Delva. Mon père, oui, comprenait. Ma maman, un peu moins, elle avait peur en fait. Pourquoi ? Elle avait peur que je puisse pas payer mon loyer, elle avait peur que ça marche pas. On était tous d'accord pour dire qu'il y avait énormément de gens qui voulaient faire ça. Et que finalement, il y avait beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Donc on savait pas vraiment, comme on n'avait pas d'exemple, je connaissais pas d'intermittent du spectacle, je connaissais pas vraiment d'artistes en direct, donc je savais pas si j'avais ce qu'il fallait. Et oui. Bon. Et puis Bar-le-Duc, c'est pas Paris, c'est pas facile. C'est pas Paris. Faut démarrer là-bas. Et alors, il y a aussi quelque chose qui s'est passé, vos débuts sur scène, avec cette chanson, Anaïs Delva. Happy day. Ouais, première fois que j'ai chanté en solo. C'était quoi ? J'avais 12 ans. C'était le spectacle de fin d'année de ma 6e en fait. Et puis c'est la première fois que vraiment je suis arrivée en 6e et je voulais chanter dans la chorale. J'étais la plus petite de la chorale et puis la prof m'a dit tu vas être soliste. Voilà, oui. Et je me suis retrouvée devant tous les grands à chanter cette chanson. Cette chanson qui est un arrangement gospel d'un hymne du XVIIIe siècle, qui est inspiré par les Actes des Apôtres, 5e livre du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous le saviez, et ça a été repris surtout ça a été créé par Edwin Hawkins Singers, et on en parle beaucoup parce que Whoopi Goldberg l'a chanté dans Sister Act numéro 2. Ouais. Alors finalement, vous êtes devant ce public, mais je crois qu'à l'école, vous êtes plutôt une petite fille réservée, Anaïs Delva. Très, très timide. Moi, je regardais pas les gens dans les yeux, je cachais mon sourire tout le temps. J'étais pétrifiée par les gens. Pourquoi ? Je sais pas. J'avais vraiment peur des gens. J'ai toujours eu peur des gens. J'étais très solitaire. J'étais toujours toute seule. On avait beaucoup d'écart avec mon frère et ma sœur. Mon frère a 9 ans de plus que moi, ma sœur 14. Donc finalement, c'est pas du tout les mêmes générations. J'étais très seule et j'étais très rêveuse. Donc j'étais vraiment beaucoup dans mon coin.
Et finalement, la musique a été très thérapeutique, en fait. Oui, c'est ça. Et vous avez commencé à chanter très tôt, professionnellement. Vers 12-13 ans, je crois que vous commenciez à... Je faisais dans ma ville, je chantais pour les fêtes de la musique. Il y avait des événements, des fois, les foires, tout ça. J'avais intégré un groupe de chanteurs. Et puis, c'était pas grand-chose. On était sur playback, on chantait pour les gens. Mais ça m'a beaucoup appris. Parce que c'est les pires conditions qu'il puisse y avoir. En fait, les gens viennent pas pour vous. Il faut les interpeller. Et ça a été fou. Comment on fait ? On fait de son mieux, on apprend au fur et à mesure. J'ai des souvenirs finalement peu précis de tout ça, mais je sais qu'en tout cas, ça m'a construite, ça c'est sûr. Et puis, ça ne vous a pas empêché de faire des études, Anaïs Delva, baccalauréat littéraire avec option anglais renforcé. Oui. Ensuite, BTS commerce international, bachelor. Qu'est-ce que vous avez fait de... J'ai fait commerce et communication. J'ai un bac +4 en commerce et communication. Et pourquoi cet univers ? Mais en fait, j'avais aussi un petit peu envie de rassurer mes parents. En fait, à la base, moi, je voulais faire une école de comédie musicale. Oui. Et ça faisait très peur à ma maman. Et je me suis dit, ok, je vais vous rassurer, donc je vais aller faire un BTS. À l'issue de ce BTS, je me suis dit, ouais, mais ça, si j'arrive pas à travailler dans l'artistique après, j'ai pas envie de faire du calcul de cotation. Moi, toute ma vie, ça m'ira pas. Donc, j'ai poussé. J'ai fait 2 ans en un à l'école supérieure de publicité à Paris, dans le 16e. Et puis après, je me suis dit, bon, là, ça va. J'ai un bagage assez conséquent. J'ai travaillé comme commerciale pendant 1 an, le temps de trouver le bon contrat qui m'amenait tous mes cachets d'intermittente. Et après, bam, je suis partie. Mais un contrat à Paris, vous étiez j'ai travaillé dans le 9e rue Chauchat, oui. Pour une boîte qui s'appelle Bestseller. Je vendais du jean à des magasins. et en chantant de temps en temps quand même, non ? Ah ouais, on mettait la musique à fond dans le bureau, ça énervait beaucoup les commerciaux. Mais vous étiez sûr qu'un jour vous tenteriez votre chance et il n'y avait pas d'autre solution ? Non, il n'y avait pas d'autre solution. Et le public, lorsqu'il vous accueillait à vos débuts sur scène à 12-13 ans, qu'est-ce qu'il disait ? Ils me disaient tous. En plus, c'est vrai que dans ma ville, il n'y avait pas beaucoup ça. Donc, il y a des gens qui voulaient être chanteurs. Moi, je n'osais même pas le dire. Ils me disaient tous que je chantais super bien, quoi. Oui, mais ça vous encourageait ? Et en même temps, ils me disaient que c'était pas un métier. Hein. Moi, quand on me disait tu veux faire ça plus tard, on me disait mais c'est pas un métier, c'est un passe-temps, quoi. Donc on m'encourageait pas vraiment. Le temps des galères a commencé quand vous avez décidé de chanter Anaïs Delva ? Un peu. Et puis le temps de la remise en question aussi permanente, et puis du stress permanent. Et puis après, ça l'a fait, en fait. Oui. Ça a marché. Et du coup, ça a été le temps de la course après. Ça n'a plus jamais cessé. Et le temps des galères, ça a été long Non, en vrai, non. En vrai, non. Si je suis complètement honnête, j'ai passé quelques auditions qui l'ont pas fait au début, mais dès que ça a commencé, après, franchement, ça n'a plus arrêté. Ben voilà, et on va en parler dans quelques secondes avec une autre date importante, le 2 février 2010. A tout de suite sur Sud Radio avec Anaïs Delva. Une date importante pour vous, 2 février 2010. Oui. Vous vous souvenez ? Ah oui, ça oui, je m'en souviens très bien, parce que c'était la première du retour de Roméo et Juliette, les enfants de Vérone, au Palais des Congrès. Voilà, et on va écouter un extrait, mais je crois que c'est pas vous qui chantez, non. Avec Juliette, le balcon. Qu'une pucelle aime un an. À quelle étoile, à quel Dieu, je dois cet amour dans ses yeux. Alors si vous ne chantez pas, c'est parce qu'au départ, vous avez été engagée comme doublure et pour une tournée, Anaïs Delva. Ouais, j'étais doublure de Joy Esther, d'ailleurs, qu'on a pu retrouver ensuite dans Nos chers voisins, tout ça, voilà, qui jouait le rôle de Juliette. Mais c'était mon premier contrat d'intermittence. Et comment ça s'est passé, l'audition ? Vous vous en souvenez ? Ah, c'était fou, parce que c'était avec Gérard Presgurvic, qui était directement. Oui. Et puis ça a été en 2 fois, mais la deuxième partie, en fait, était en studio, chez lui. Et puis, non, la première partie était chez lui, la deuxième était en studio ailleurs, d'ailleurs. Et j'ai fait 2 chansons en studio, et quand je suis sortie, il m'a dit bon c'est toi, on va travailler ensemble. C'était tellement rapide, tellement soudain et tellement fou. J'étais vraiment très heureuse. Vous avez téléphoné à votre famille, je crois, pour annoncer la bonne nouvelle. Tout de suite, j'ai appelé ma maman et j'ai appelé mon papa ensuite. Ouais. Alors, vous êtes parti au départ en tournée. Oui. Et on vous a rappelé à Paris. C'est pour faire la première à Paris. Où ça s'est passé tout à fait normalement. C'était après la tournée. Non, Roméo et Juliette, c'était Paris. C'était Paris. La tournée, c'était Cendrillon. Oui, c'est autre chose. Ouais. Vous avez fait tellement de choses. Et ça s'est enchaîné très vite. Voilà. Donc, vous êtes devenue la doublure, mais vous avez quand même beaucoup chanté dans ce spectacle. Ça vous a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris énormément. Et puis, de toute façon, quand on est doublure, on apprend beaucoup. C'est bien, je trouve. C'est bien de commencer comme ça. Moi, j'étais contente de commencer en n'étant pas spécialement devant. Parce que déjà, la frustration de ne pas être devant vous donne envie d'être encore meilleur et d'être encore plus près. Et puis, en observant, de toute façon, on voit
tellement de choses qu'on voit pas quand on y est, quoi. Donc c'est très bien. Puis quand on est en coulisses, on voit le spectacle. Il y a une comédienne qui était aux Folies Bergères dans les années 1912, Oui. et qui a vu un jour un spectacle. Elle était couturière. Ouais. Une danseuse se casse la figure, elle la remplace au pied levé, et c'est devenu Denise Gray, une grande comédienne. C'est génial. Ah oui, je savais pas. Et le film, vous aviez vu le film Roméo et Juliette? Celui avec... Leonardo DiCaprio. Ah bah bien sûr, c'est un de mes films références. Quand j'étais petite, je le connaissais par cœur. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au départ, c'est Nathalie Portman qui devait être engagée. À la place de Claire Danes? Oui, Ah ouais. mais elle avait 13 ans. Donc les producteurs ont dit, ça va pas le faire non. entre un baiser entre Nathalie Portman et Leonardo DiCaprio. Alors finalement, les comédies musicales, c'est votre vie depuis toujours, Anaïs Delva. Depuis toujours. Ah, c'est ma vraie passion, c'est mon cœur de métier. Ouais. C'est-à-dire que vous avez vu tout ce qui était possible et imaginable depuis les 10 commandements? Mais de Paris. oui, alors déjà ça, oui. J'écoutais les disques en boucle quand j'étais adolescente, et puis après je me suis intéressée à ce qui se faisait outre-Atlantique. Je vais très régulièrement à Londres ou à New York voir des choses. J'ai vu beaucoup de choses. C'est ça que vous vouliez faire? Ah ouais. Ah ouais, c'est ça que je voulais faire. En fait, je suis comédienne et chanteuse, et je voulais pas choisir entre les deux. En France, souvent, on nous dit, mais tu préfères faire quoi? Non, mais il y a pas à choisir, en fait. Je voulais performer, quoi. Et il y a eu effectivement à Broadway beaucoup de comédies musicales. Et Broadway, d'ailleurs, c'est un lieu historique, non seulement pour les comédies musicales, mais pour les grands défilés populaires. On lance des serpentins en papier qu'on appelle des ticker tape parades, parce qu'au départ, ils étaient faits avec des bandes de téléscripteurs découpées. et la première des parades sur Broadway, c'est pour l'inauguration de la Statue de la Liberté. Eh ben. Vous voyez, je vous apprends quelques petites choses. Alors, vous avez commencé à entrer dans le circuit avec Roméo et Juliette, et ensuite ça s'est enchaîné. Enchaîné. Il y a eu Dracula. Ouais, il y a eu Dracula. Alors là, du coup, Dracula, je suis devenue tête d'affiche. Et puis en plus, c'était très impressionnant parce que j'ai dû défendre le premier single. C'était avec Kamel Wally, que j'avais regardé pendant des années à la télévision. Enfin voilà, c'était un rôle très sulfureux, super, vraiment top. Lucie Westenra, j'adorais ce rôle. Et en même temps, c'est de l'angoisse, il faut du travail. C'est énormément d'angoisse. Hein. Et je crois que vous êtes une boulimique du travail. Complètement. J'ai un petit peu l'habitude de cumuler les contrats. Ouais. Et il n'y a pas d'autre solution, de toute façon. En fait, quand on commence, de toute façon, il faut se faire un réseau. Et quand on vous propose plein de choses, on refuse pas, quoi. On dit oui, et on se débrouille, tant pis, on dormira plus tard. Donc, ça a été comme ça, pendant longtemps. Mais ça continue, en vrai. Oui, je sais. Et il y a eu Salut les copains, ensuite. Ah, ça, c'était l'apothéose. Ça reste une équipe et un spectacle vraiment dans mon cœur pour toujours. J'ai adoré faire Pourquoi? Salut les copains. Bon, alors déjà, le thème était hyper porteur. On avait des publics qui étaient incroyables tous les soirs. Les gens, c'était dingue. Les chansons n'étaient que des tubes. Voilà, c'était tous les tubes 60, de l'époque. Oui. Voilà, donc c'était vraiment autant les chansons françaises que les chansons américaines. Tous les tubes des yéyés, on s'éclatait. Que vous connaissiez pas forcément au départ. Et que je connaissais en fait. Oui. Parce que mon papa est super fan de Johnny et puis de Salut les copains, à la grande époque Salut les copains. Donc à la maison, j'avais tout entendu et j'adorais ça. Et puis aussi parce qu'on avait une équipe de rêve, quoi. J'étais accompagnée par des comédiens chanteurs formidables qui étaient des amis aussi à la vie, donc c'était vraiment super. Stéphane Jarny était super metteur en scène, Agnès Bourri à la direction d'acteurs. C'était une équipe formidable. Et vous pleurez, je crois, à la première et la dernière. Ah, mais comme un bébé. Parce que en plus, c'était émouvant pour moi parce que je savais que Salut les copains, ça a parlé beaucoup à mon papa. Il était là à la première et je savais que ça lui faisait revivre son adolescence. Donc c'était très émouvant pour moi. La dernière, ça a été vraiment, ça m'a arraché le cœur. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre carrière au départ, c'est Jasmine Roy, une chanteuse québécoise qui a été découverte par Luc Plamondon pour Notre-Dame de Paris, justement. En fait, Jasmine, ça a été... Jasmine, elle a fait tous les rôles dans Starmania. Jasmine, elle était sur mes murs quand j'étais jeune, en fait. Et c'est là que tout se recoupe, en fait. C'est-à-dire que plein de gens la connaissaient pour Star Academy. Et moi, c'était pas pour ça que je la connaissais, quoi. C'est parce qu'elle avait joué aussi voilà, Sadia, elle avait joué, enfin voilà. Et du coup, quand j'ai voulu reprendre des cours de chant et puis vraiment me lancer à Paris, c'est elle que j'ai appelée. Et quand elle m'a reçue, elle m'a dit « Ok, chouchou, toi, tu vas travailler. Donc, tu vas venir me voir toutes les semaines. » Et elle a fait un truc génial à cette époque-là, c'est qu'elle m'a dit, je vais même te faire les cours moins chers, je vais te faire les cours 2 fois moins chers que ce que je fais d'habitude, parce que tu as vraiment un potentiel. Et donc, tu vas venir très régulièrement. Il faut que tu viennes. Et donc, ça vous a appris à former votre voix. Ah bah ouais, puis ça m'a donné aussi la confiance en moi nécessaire pour me dire, ok, ça va le faire. Parce que j'étais pas sûre, moi, avant. Et que quelqu'un comme elle me dise, non mais tu vas travailler, il n'y a pas de problème. Du coup, je suis partie avec... vaillante, quoi. Et aujourd'hui, vous avez une autre coach vocale qui continue à vous surveiller. J'en ai tout le temps, en fait. J'ai beaucoup travaillé
avec Nathalie Dupuis pendant des années. J'ai travaillé avec elle, Benzaken, j'essaye de changer régulièrement aussi pour travailler plusieurs techniques vocales différentes. C'est-à-dire qu'une chanteuse a besoin d'un coach vocal régulier, on ne sait pas ça aujourd'hui. Ah mais un chanteur, un comédien a besoin d'un coach d'acting aussi régulièrement. Moi je prends toujours des cours, je prends toujours des stages régulièrement. Il y avait une dame qui s'appelait Annette Charlot, qui a disparu aujourd'hui, qui jusqu'à 90 ans a formé tous les chanteurs de l'époque, de Thierry Le Luron à Julien Clerc, qui allait la voir toutes les semaines. Mais bien sûr, mais même les plus grands, Céline Dion, ils prennent toujours des cours. Hein. C'est très important. Et vous avez appris aussi la danse, Anaïs Delva, au studio harmonique. Oui, j'avais pris des cours. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un studio à Paris en fait où il y a plein de cours de modern jazz, mais la danse, ça a jamais été le truc dans lequel j'ai le plus. Il y a eu un spectacle quand même où j'étais plus danseuse que les autres, c'était Spamelotte avec Pierre-François Martin Laval, Arnaud Ducré. Et là, la plus grosse chose que je faisais, c'était danser, donc c'était marrant. Mais bon. J'aime quand même mieux chanter et jouer. Et jouer, vous l'avez appris au conservatoire Maurice Ravel. Oui. Qu'est-ce que c'est ce conservatoire ? Parce qu'on ne le connaît pas, on connaît le cours Florent. Non, il est à Levallois, ce conservatoire, et c'est Mathieu Gonnet qui en était le directeur. Mathieu Gonnet que j'aime énormément. Il y avait un pôle comédie musicale là-bas, mais moi j'ai pris mes cours d'acting là-bas. Vous ne vouliez pas faire le cours Florent ou des cours traditionnels Non, parce que en fait, tous ces cours-là, je les prenais quand je travaillais comme commerciale, justement. Donc j'avais un emploi du temps compliqué, et donc du coup, il fallait que je prenne mes cours le soir. Et je voulais quand même prendre mes cours, donc j'essayais d'aménager mon emploi du temps comme ça. Et votre premier gros crachet, Anaïs Delva, on ne le sait pas toujours, c'est 35 000 € grâce à N'oubliez pas les paroles. Il y a une dizaine d'années, plus de 10 ans. Ouais, oui, c'est drôle. C'était vraiment, à l'époque, j'étais étudiante, quoi. Oui. Et c'était pour payer, en fait, mes études. Je viens pas d'une famille particulièrement riche. Et mes parents payaient mon loyer, me donnaient un petit peu d'argent, mais à un moment, c'était compliqué, quoi. Donc, je me suis dit, comment je peux gagner de l'argent ? Je travaillais, mais à côté de ça, je travaillais à côté de l'école, mais c'était pas suffisant. À certains moments, je me suis dit, OK, mon école de communication coûtait 8 000 € l'année. Je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution. Et j'ai fait cette émission, j'ai gagné effectivement de l'argent. Ça a permis à mes parents d'arrêter de me donner de l'argent, c'était cool. Et aujourd'hui encore, Nagui en parle, je crois qu'il vous a invité. Oui, il m'a réinvité. Il avait repassé des extraits, c'était tellement bizarre pour moi. Vous avez chanté avec quelle chanson, vous vous souvenez même plus ? Oh là là, alors là, je sais plus du tout, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y avait ? Ça a marché, en tout cas, jusqu'au bout. Ouais, ça l'a fait, ouais. Et ça fait partie des bons souvenirs. Très bon. Il y en a d'autres aussi, on va y revenir dans quelques instants à travers une autre date, le 9 février 2015. A tout de suite sur Sud Radio avec Anaïs Delva. On parle d'un autre album qui est sorti le 9 février 2015. Alors cet album, il y a une chanson que personne n'a oubliée. C'était le 9 février 2015, ouais. Et oui. C'est l'album... Ça, c'est la chanson que tous les enfants connaissent. Un petit peu. Et les parents aussi, d'ailleurs. Parce que... Un petit peu aussi, les pauvres. Ah oui, les pauvres, parce que quelquefois, vous êtes excusés de l'avoir chanté tellement vous l'avez chanté. Bah oui, c'est en boucle. Les enfants, moi, c'est pour ça que j'adore aussi le public enfant. Parce que le public enfant ne ment pas. Et quand ils aiment à fond. Donc ils l'écoutent en boucle. Donc du coup, les parents n'en peuvent plus. Voilà, mais les parents écoutent aussi. Ah oui. Et alors, c'était en fait la sortie de l'album avec les chansons de Disney, Un jour mon prince viendra, et il y avait Libéré, délivré, qui a changé votre vie. Bon, le film a fait 5 millions de spectateurs. C'est le plus grand nombre de recettes de toute l'histoire du cinéma en dessin animé. Plus d'1 milliard de recettes. Et vous êtes arrivée comment dans cette aventure, Anaïs Delva ? Alors moi, alors justement, vu que je suis aussi comédienne, j'ai commencé à m'intéresser au doublage. Un jour, j'ai croisé le chemin de Claire Guyot, qui est la voix de La Petite Sirène notamment, de Terry Hatcher, voilà. Et puis qui m'a proposé de venir, de faire un essai comme ça pour que je découvre ce que c'était, quoi. J'ai adoré ça s'est bien passé. J'ai commencé à en faire de plus en plus. Et puis de rendez-vous de doublage en rendez-vous de doublage, un jour dans les couloirs, j'ai rencontré Claude Lombard, qui est d'ailleurs aussi une chanteuse que vous connaissez peut-être, parce qu'elle a accompagné Charles Aznavour pendant très longtemps. Avec Katia, sa fille. Exactement. Et Claude s'occupe de la direction vocale de beaucoup de Disney. Et puis 2 ans après la rencontre avec Claude, j'ai reçu un coup de fil en me disant, il y a des essais pour le prochain Disney, tu pourrais correspondre, viens passer l'essai. Voilà. Alors au départ, c'était pas le rôle d'Elsa, c'était Anna, je crois. C'était Anna, ouais. Alors comment vous êtes passée à Elsa, Anaïs Delva ? Je crois que ça a été un gros coup de bol parce que j'ai été prévalidée sur Anna, mais ils trouvaient pas en fait leur Elsa. Et ils m'ont proposé, ils m'ont demandé, ils avaient besoin d'une maquette en français, je crois, et ils m'ont demandé de la chanter.
Et donc j'ai chanté pour la première fois Libérée, délivrée. Et donc du coup, je crois que ça a fait son effet parce qu'ils ont dit, bah voilà, tu feras pas Anna, tu vas faire Elsa et on va prendre une voix un petit peu plus jeune encore pour faire Anna. Et du coup, c'est Emile Wams qui fait Anna. Oui, alors justement, c'était pas facile parce que la chanson n'est pas facile, Anaïs Delva. Oh, c'est un morceau de bravoure. Elle est très compliquée, ouais. Oui, très technique. D'autant plus que vous n'aviez pas de marge de manœuvre parce que chez Disney, on ne peut rien changer. Ah non, on ne change absolument rien. C'est-à-dire qu'on se cale réellement sur... c'était un doublage, quoi. Donc il y a le personnage, il faut que ça matche sur sa bouche, il faut que les intentions qu'il y a dans le regard matchent aussi. Donc on fait exactement ce que fait la version américaine, ouais. Parce qu'on doit avoir l'impression, en voyant la version française, que c'est elle qui parle. C'est ça. Comment on fait? C'est du travail, c'est beaucoup de On travail. enregistre la chanson en ayant les images en face de nous et puis on se cale on met la microseconde près sur les ouvertures de bouche, sur tout, quoi. Alors cette chanson a changé votre vie, Anaïs Delva? Ça a changé 2-3 trucs, ouais. C'est-à-dire? C'est vrai que ça a ouvert aussi, ça m'a ouvert à un nouveau public, le public familial, qui est un public extrêmement important et puis extrêmement fidèle. Oui. Et puis ça m'a ouvert aussi, médiatiquement parlant, plein de choses, quoi. Ça, oui. C'est clair. Parce que moi, non seulement les enfants étaient là, mais dans les concerts, les parents étaient là et chantaient autant que les enfants. Bien sûr, on a fait une tournée de concerts avec cet album de reprises de chansons de Disney. Et moi, j'ai mis un point d'honneur à faire un concert pour toute la famille, en fait. Je voulais vraiment que les parents s'éclatent autant que les enfants. Et voilà, donc du coup, tout le monde y trouvait son compte. Oui, à tel point que vous aviez des formules pour les parents et pour les enfants. Il y a une formule, vous disiez, j'ai laissé mon enfance en été et pas en d'été. Ouais. Ça faisait rire les parents. Bien sûr. Les gens ne comprenaient pas dans la chanson ce que c'était. Alors, vous aviez une équipe de musiciens que vous appeliez vos petites souris, je crois. C'est mes petites souris. Pourquoi? Je sais pas, comme dans Cendrillon, ça me faisait rire. Puis je m'amusais à faire des vidéos où j'accélérais les voix et du coup, ils parlaient comme des voix de petites souris. Mais ils continuent à m'accompagner d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi qu'il y a eu un concert mémorable au Trianon, à Paris. Ça a été la folie ce jour-là. En fait, on a commencé par une fois la Cigale et après, ça a tellement bien marché qu'on a fait 2 Trianons et on a même filmé le concert. Et il est passé au cinéma pendant une semaine. C'était trop bien. Et en même temps, il s'est passé une chose qu'on ne voit pas en France, mais qui se fait au Canada et aux États-Unis. À la fin du spectacle, on offre des cadeaux aux enfants. Oui. Ça, c'est une tradition des Américains qu'on ne fait pas en France. Ah oui, ça c'était pour le coup, en plus aussi à l'initiative de Disney, c'est très... Et on offrait des cadeaux, ouais, effectivement. Moi, j'ai vu ça avec la Patte Patrouille, qui est une autre idole des enfants, comme Disney, à la scène musicale, où à la fin, les enfants en coulisses recevaient des cadeaux. Oui. Ils n'ont eu qu'un problème à la scène musicale, c'est-à-dire que la veille de la première, le producteur qui avait été engagé par les Canadiens est parti avec la caisse. Donc ça pas cool. Ça a posé quelques problèmes, mais ça s'est arrangé. Et à l'inverse d'autres enfants Disney, parce qu'il y a des enfants Disney qui ont chanté Disney, c'est pas votre cas. Vous n'avez pas été une enfant Disney, Anaïs Delva. J'ai adoré Disney. Je voulais faire une voix Disney, mais j'étais pas dingue des princesses en vrai. C'était pas mon truc. J'étais pas du tout. Moi, j'aurais bien aimé faire une voix de méchant en vrai. Oui. Mon Disney préféré, c'est Cusco, et j'aurais rêvé de faire une voix comme celle d'Isma. J'aimais bien les personnages un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que beaucoup d'autres ont des contrats avec Disney pour des années. Vous avez échappé à ça. Non, moi, j'étais pas du tout ça. Ah oui, d'accord. Moi, j'étais pas du tout ça. Non. Moi, je suis arrivée. J'avais 27 ans quand ça s'est fait. Oui, donc ça n'avait rien à voir. Pas rien à voir, on est déjà complètement construite, je travaillais déjà, et puis en fait il s'est passé un truc inattendu, quoi. Je veux dire, je pense que ni moi ni eux, on s'attendait à ce que ça prenne cette ampleur. Moi, quand on a enregistré le film, j'ai dit, si on a au moins le même succès que Réponse, ce sera dingue. Et on s'attendait pas à ce que ça soit le plus gros succès du cinéma, et qu'en plus la voix soit mise en avant à ce point, quoi. Comment vous l'expliquez, Anaïs Delva? Je pense que c'est la première fois qu'une princesse, enfin c'est pas une princesse d'ailleurs, Elsa, c'est une reine, et ça change beaucoup de choses dans la tête des petites filles, je pense. Et c'est la première fois que on a une héroïne qui a des pouvoirs magiques. Généralement, les filles, elles en ont pas. Et puis la chanson, oserais-je dire, se gueule, contrairement aux chansons de princesse qui d'habitude sont des petites chansons en voix de tête, toutes mignonnes, qui parlent de trouver son prince, etc. Là, les paroles, elles sont très fortes. C'est une vraie prise de pouvoir. Je pense que les petites filles, elles ont aussi ça en elles, cette envie d'être les patronnes, quoi. Et puis elles adorent la chanter fort à la maison. C'est un truc qu'elles n'avaient pas encore pour le moment. Les petites filles et les petits garçons, je vous le confirme. Et oui, alors là, oui, j'en ai vu plein des petits garçons qui la chantaient aussi. Et dans les films Disney que vous affectionnez, il y a celui-ci avec cette chanson. Ce rêve bleu, cette
c'était mon préféré petit. Le rêve bleu d'Aladin. Ouais. Pourquoi c'était... Parce que Jasmine, justement, se laissait pas faire. J'aimais bien. Ah, j'adorais Jasmine. Je la trouvais. Puis elle avait un. J'adore les félins. De manière générale, et son meilleur ami, c'était un gros tigre. Alors j'aimais bien, j'avais envie d'avoir sa vie. Vous aimez les chats aussi? Ah, j'adore les chats, j'en ai 2. Et ça, c'est des choses importantes pour vous aussi. Oui. Et alors, il faut savoir que ce rêve bleu, au départ, c'est Robin Williams qui a fait la voix, mais il a tellement improvisé qu'il a fallu 17 heures pour enregistrer le doublage. Ouais, Alors il fait le génie, il est incroyable. Enfin, j'étais très fan de Robin Williams. Et il y avait une autre chanson, il y a eu différents contes pour enfants, et l'un des premiers dans lesquels vous ayez joué, c'est Cendrillon. Tout à fait. Racontez-moi. Il y a une version qui a été faite par Agnès Bourri, que j'ai plus tard retrouvée d'ailleurs donc sur Salut les copains, qui a été jouée à Mogador. On ne sait pas du tout Cindy, des fois les gens confondent, c'est vraiment Cendrillon, le spectacle musical. C'était génial. Et en fait, ils cherchaient quelqu'un parce que la jeune fille qui faisait Cendrillon, jusque-là, ne pouvait plus le faire. Voilà, donc j'ai commencé à en tourner et ensuite j'ai joué à Mogador. Ça a été une des premières scènes où j'ai joué, c'était fou. Et là aussi, il y avait les enfants, mais il y avait les parents aussi. Ouais, mais c'était vraiment très très beau. C'était magnifique ce qu'ils en avaient fait. Ils avaient vraiment réécrit un petit peu l'histoire de Cendrillon. Les petites souris étaient remplacées par Tonino, le meilleur ami de Cendrillon, qui était joué par Thomas Morion. C'était incroyable. C'est la première fois que mon papa m'a vraiment vue sur une grande scène, en fait. Et quand vous dites que le conte a été réécrit, même Disney a fait une erreur. La pantoufle de verre au départ, ça s'écrivait V-A-I-R, c'est de la fourrure pour Perrault. Et il a fait une pantoufle transparente en verre. En VE2RE. Voilà. Ouais. Et ça fait partie. Le nombre de rôles que vous avez joué, même à la télé, il y a eu dans Alice Nevers, on vous voit dans différentes séries télé. Vous n'arrêtez pas finalement. Bah, j'aime beaucoup, ouais. Ouais, bah, j'aime bien, parce que comme ça je m'ennuie jamais en fait. Et vous avez même tourné dans les Nouvelles Aventures de Cendrillon, un film. Qu'est-ce que c'était ça? C'était avec Arnaud Ducré, avec qui j'ai joué dans Spamelotte. Oui. Et que j'adore. Arnaud, c'est un mec super, c'est un super camarade. Et à un moment, il y a une petite séquence où il fait une espèce de speed dating avec plein de princesses. Et je faisais une des princesses un peu bête. Vous jouez vraiment tous les rôles. Bah, j'aime bien. Voilà. Et en ce moment, vous faites d'autres choses? Ah là là, mais Jacques, en ce moment, je fais un spectacle incroyable que j'adore. Lequel? Qui s'appelle I Love Piaf. Et je crois que vous connaissez un petit peu. Et je crois aussi, oui. Bon, on va le dire. C'est un spectacle formidable dans lequel je joue avec vous. Oui. Et ça, c'est un grand plaisir. On est donc 3 sur le plateau avec un accordéoniste. En ce moment, c'est Aurélien Noël, ça peut être Marie Labasse ou Rodrigue Fernandez. Et c'est un spectacle qui est une biographie musicale qui parle de Madame Edith Piaf, que vous avez écrit. Oui, et j'ai la chance, et je le dis, de jouer avec vous, comme ce qui est un bonheur, au Théâtre de la Tour Eiffel, les vendredis et samedis. Et c'est vrai qu'on raconte Piaf telle qu'on ne la connaît pas. Et vous chantez Piaf d'une façon incroyable, avec une puissance incroyable. C'est gentil. Non, c'est vrai. Vous connaissiez les chansons de Piaf avant de les... Ah, je connaissais bien les chansons de Piaf parce que quand justement j'étais petite à Bar-le-Duc et que je faisais des événements où je chantais, voilà, tout ça, je chantais des chansons de Piaf. Mais il y a plein de chansons aussi que je ne connaissais pas et que je chante dans ce spectacle, que j'ai découverte. Oui, parce que Piaf, un peu comme vous, elle ne vivait que pour la chanson. Bah, c'est un bonheur de la chanter en tout cas, parce que ces chansons, mais c'est des chansons à l'ancienne, c'est écrit par des chansonniers, c'est des grands textes, c'est d'ailleurs pas facile à apprendre. Et on fait plus des chansons comme ça, malheureusement. Ouais, bon, on va écouter un petit bout de Piaf quand même. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Voilà, si vous voulez entendre Anaïs Delva dans Piaf, et c'est vraiment, et je suis bien placé pour le savoir, il suffit de venir au Théâtre de la Tour Eiffel, un nouveau théâtre à Paris d'ailleurs. Qui est magnifique. Qui est magnifique, on est très très bien. Et dans ce spectacle, il y a Aurélien Noël, il y a votre serviteur. Oui. Et vous n'avez pas un secret à nous dire, parce que moi je dévoile des secrets sur vous. Ah, il faut que je dise un secret sur vous? Mais moi, j'ai un gros secret, moi. J'ai quelque chose d'inédit, c'est que maintenant, Jacques, vous chantez. Vous m'avez poussé à chanter dans ce spectacle. On fait un duo sur À quoi ça sert l'amour. C'est ça. Ça, c'est épique. Il faut absolument venir voir et entendre Jacques chanter sur scène. Oui, à quoi ça sert l'amour? On raconte toujours. Et je laisse la suite. Ah, il faut venir voir. Il faut venir voir. Et il y a une autre chanson Zidore qu'on ne connaît pas. Ah, et celle-là, elle est géniale. Très gouailleuse. Très. Alors, finalement, votre avenir dans ce métier-là, c'est tout faire en même temps? Qu'est-ce que c'est? Je me refuse à choisir une discipline. Ça m'a toujours énervée. Ça fait bientôt 10 ans que ça m'énerve quand on me dit tu préfères jouer ou chanter.
Donc c'est absolument hors de question, même si en France il faudrait... Non, je ne veux pas choisir. Donc mon avenir, j'espère que ça sera ce que j'ai toujours fait jusque-là, c'est-à-dire de temps en temps être au théâtre, de temps en temps être devant la caméra, de temps en temps être en studio tout le temps, voilà, passer de l'un à l'autre comme ça et du coup ne jamais s'ennuyer. Il y a beaucoup de gens qui disent mais Anaïs Delva dans Libéré, on l'a trouvée, elle était rousse, maintenant elle est blonde. Et ouais. En fait, le truc, c'est que je suis restée rousse pendant longtemps, justement, parce que j'ai enchaîné les contrats. Oui. En fait, il faut savoir que quand on est sur scène, il y a toujours une clause dans les contrats qui dit qu'il ne faut pas changer d'apparence. Voilà. Et à chaque fois, comme tous les contrats se sont enchaînés à une vitesse dingue, les metteurs en scène me disaient « Ah, mais j'aime bien le roux, garde-le. » Et ça a été comme ça pendant 8 ans. Et en fait, à la base, c'est Kamel Wally qui voulait que je sois rousse pour Lucie Westenra, justement, dans Dracula. C'était pas un choix personnel. J'aimais bien, mais au bout de 8 ans, j'en pouvais plus. Et vous êtes allé vite sur beaucoup de choses, mais vous êtes allé lentement pour préparer un album dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 10 mai 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Anaïs Delva. Un nouvel album qui s'appelle Obsidienne, et je pense que cet album, c'est vraiment votre premier album, Anaïs Delva. Oui, oui, parce que bon, effectivement, il y a eu un album avant avec des reprises de Disney, mais là, c'est un album dans lequel j'écris. J'écris pas tout, mais il y a 11 titres au total et une reprise. Donc sur 10 titres, j'ai écrit sur 7 titres et il y en a que j'ai entièrement écrit. C'était important pour moi parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre les gens un petit peu dans des cases. Quand on a un succès comme celui de Libéré Délivré, du coup on a tendance à mettre une étiquette et à dire bon, c'est une chanteuse de Disney. Mais non, un être humain c'est plus complexe que ça et j'ai la chance de pouvoir faire plein de trucs, dont l'écriture de chansons pour moi ou pour d'autres. Depuis longtemps en plus. Ouais. Mais même avant que La Reine des Neiges arrive dans ma vie, j'avais déjà sorti des titres. Il y avait on peut retrouver des clips qui sont disponibles. Enfin voilà, il y a des choses qui existaient déjà. Et puis pour une fois, c'est vous et plus des personnages, parce que depuis 10 ans, vous avez joué tellement de personnages qu'on ne sait plus qui vous êtes, Anaïs Delva. Mais moi surtout, en plus, je savais plus qui j'étais en fait, en vrai. Parce que tout ça a pris beaucoup de place et c'était trop bien. Et alors attention, je vais pas arrêter de jouer des personnages, j'adore ça. Mais cet album, il était complètement nécessaire parce que franchement, je m'y retrouvais plus, quoi. J'avais besoin de revenir aux sources et du coup, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi aux thèmes que j'allais aborder dans l'album. Les thèmes sont venus tout seuls, donc le thème de la famille est quand même très présent. Enfin voilà, vraiment, les racines sont venues d'elles-mêmes parce que j'avais besoin de les retrouver, en fait. On va en parler, mais ce qui surprend, c'est le titre Obsidienne. Oui. Pourquoi ? Il n'y avait aucun titre de chanson, parmi les 11 chansons, qui me convenait pour être le titre de l'album. Je trouvais qu'il n'y en avait aucun qui résumait l'album. Et l'album étant très personnel, je me suis dit, en fait, il faut que le titre de l'album soit aussi personnel. Et je suis quelqu'un qui a plein de pierres à la maison. Je ne sais pas si vous connaissez la lithothérapie, c'est la science des pierres, en fait. Et j'aime beaucoup, Et il y a une pierre qui s'appelle l'obsidienne, qui est une pierre volcanique, une pierre noire, qui se trouve être elle s'appelle la pierre de l'introspection. Voilà. Et je trouvais le parallèle assez joli. Je trouvais ça poétique, ce côté pierre, justement, première pierre sur mon chemin solo, et que ce soit cette pierre-là, celle de l'introspection, donc l'obsidienne. En plus, c'est un très beau mot. Donc, je me suis dit, mais voilà, carrément, je vais lancer un truc. Tous mes albums auront des noms de pierres. Voilà. Et la série télévisée Game of Thrones, il fait référence. On l'appelle le Vert Dragon pour lutter contre les marcheurs blancs. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est hyper drôle parce que je suis très fan de Game of Thrones et quand je me suis fait le replay avant le début de la saison 8, à un moment, j'ai entendu Obsidian parce que je les regarde en anglais. Je me suis dit, non, mais c'est complètement fou. Et 2 jours avant, j'avais décidé d'appeler mon album comme ça. Je me suis dit, c'est de bon augure. Exactement. Alors, première chanson de cet album, J'ai su. J'ai su. J'ai su, une chanson dont le clip a été tourné à Los Angeles. Oui, parce que un de mes meilleurs amis vit à Los Angeles, en fait, Arnaud Diem, qui vit là-bas depuis maintenant bientôt 6 ans, je crois. Je vais le voir très souvent. Et en fait, le truc, c'est que cet album est tellement personnel que moi, j'ai envie de travailler qu'avec des gens que j'aime, quoi. Donc du coup, je me suis dit, mais en fait... va voir Arnaud, il saura te filmer, il t'aime, tu l'aimes, c'est quelqu'un qui compte pour toi, c'est complètement logique, donc on y allait. Voilà, et justement, travailler avec des gens que vous aimez, l'écriture c'était une chose, la musique, les arrangements, c'était un gros travail. On vient d'entendre, il y a des inflexions pop en même temps qu'un texte dans cet album. Bah oui, puis alors cette chanson en particulier, à la base, c'était Ben Mazué qui l'a proposée, et Ben, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Je trouve que c'est un des meilleurs
dans la scène française pop actuelle. Je voulais absolument travailler avec lui. Mais c'est vrai que du coup, j'ai collaboré avec quelques personnes. Il y a Ben Mazué, il y a Icar, qui est également quelqu'un que j'aime énormément parce que c'est quelqu'un qui travaille avec ses émotions et elles sont très brutes et très, très vraies. Donc, je voulais absolument sa plume dans l'album. Il y a Barbara Pravi, qui est une jeune femme qui a un petit côté, justement, Barbara à l'ancienne dans le phrasé, mais qui a la nouveauté, le féminisme actuel de 2019, qui est à la fois très poétique, très vintage, mais en même temps très actuel. Et puis il y a surtout Jules Jaconelli, qui est le réalisateur de l'album. Et en fait, beaucoup de choses sont parties de notre rencontre. Parce qu'on a travaillé ensemble sur des reprises, on s'est amusé à faire de la musique, mais sans l'écrire. Et on s'est dit un jour, mais vas-y, mais tu sais quoi, on travaille ensemble, on essaye. Et la première chose qu'on a écrite, c'est On me dit. Et mais justement, on va en reparler de cette chanson tout à l'heure. Ce qui me fascine dans cet album, c'est que c'est à la fois classique et moderne. Car ça correspond à ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui aime l'ancien et qui aime le nouveau en même temps. Moi, c'est exactement ça. J'aime le nouveau, mais j'ai un amour énorme pour l'ancien, entre guillemets, parce que c'est pas si ancien que ça, mais j'ai un amour incommensurable pour les textes les textes de, par exemple, que chantait Piaf, mais voilà, Barbara, Brel, c'est pour moi une grande influence. En fait, j'aime les gens qui racontent, qui savent raconter des choses et qui nous touchent au cœur. Mais en même temps, vous avez pris un risque, dans cette époque où on fait des produits, vous avez fait quelque chose d'anti-produit, un album qui est tout à fait personnel, Alice Delva. J'ai essayé de faire quand même quelques concessions, parce que c'était comme ça. Mais en vrai, ce que moi j'ai le plus aimé écrire, c'est les chansons qui sont les moins les moins vendeuses, entre guillemets. C'est On me dit, c'est Un peu trop loin de moi, qui parle de ma maman, où je raconte vraiment une histoire. On va écouter ça tout à l'heure. Il y en a une qui s'appelle Partons, et qui correspond à votre goût des voyages. Et on n'a qu'une seule vie. Partons loin, là où nos idées se libèrent, d'une rive à l'autre du destin. Partons l'âme légère. Partons loin, sans mesure et sans frontières. Les voyages, vous aimez, je crois que... Je voyage énormément. Bali fait partie de vos destinations favorites. Puis alors celle-ci, en plus, oui, Bali fait partie de mes... J'y suis allée plusieurs fois. J'aime... c'est un endroit qui me fait beaucoup de bien, qui m'a fait beaucoup de bien à des moments où justement ça débordait un petit peu niveau travail et où j'avais besoin de me retrouver. Mais c'est vrai que j'essaie de découvrir 2 destinations chaque année. Ça, c'est important pour moi. Et Bali, c'est très particulier. Les enfants vous saluent dans la rue en anglais, vous disent bonjour, je ne sais pas si vous le savez, en permanence, sans vous réclamer d'argent ou pour le plaisir. Non. Ah mais oui. Ah non, mais les Balinais sont assez incroyables. Et je conseille à chacun d'y aller parce que c'est un endroit qu'on appelle l'île des dieux, où il y a une aura, une atmosphère vraiment très particulière et où moi j'ai compris énormément de choses, où j'ai été épatée parce que dans notre société où nous, on n'est jamais satisfait de rien, là-bas, en n'ayant rien, ils sont heureux, en fait. Moi, je suis épaté par une chanson de cet album qui est un vrai moment d'émotion, c'est On me dit. On me dit que c'est compliqué, on me regarde fixement. J'entends dire que c'est un péché, que c'est pas ce que doivent faire les gens. On me dit que je t'ai tué, on me regarde tristement. C'est une histoire d'avortement. On écoute ça, on ne peut pas ne pas avoir la gorge serrée, Alice Delva. On m'a fait beaucoup de retours très positifs sur cette chanson. Beaucoup de femmes m'ont écrit en fait après, et ça a été un grand bonheur pour moi parce que à la base cette chanson n'a pas été écrite pour être sur l'album du tout. En fait, ça a été la première chanson sur laquelle on a collaboré avec Jules. J'ai écrit ce texte, il l'a mis en musique. Et ce texte m'a guéri de quelque chose, clairement. Je l'ai écrit en 2017. Cette chanson m'a guéri. Et en fait, là, je me suis dit, ok, tu sais quoi, on va bosser ensemble, on va faire un album ensemble. Et puis je me suis dit à un moment, cette chanson, je vais la livrer parce que elle peut faire du bien à certaines personnes. Et comme c'est ce qui s'est passé, pour moi, c'est gagné, quoi. Mais sur YouTube, il y a une version où vous êtes accompagné au piano, vous êtes assis à côté, et c'est très émouvant. Vous la chantez avec une émotion dans le regard. C'est gentil. Et moi, je me dis, en écoutant cette chanson, je connais quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui est venu dans Les Clés d'une vie, qui aurait pu la chanter, c'est Linda Lemay. Ah, mais Linda Lemay, c'est une des artistes que j'ai le plus écoutée, que j'adore, parce que elle raconte des histoires, voilà. Et elle m'a toujours fait marrer autant qu'elle m'a émue aux larmes. Il y a des chansons de Linda Lemay que je peux pas écouter sans être vraiment en
en larmes, quoi. Donnez-lui la passion, notamment, qui me fait beaucoup penser à ma maman, et que ma maman m'a fait découvrir pour le coup celle-là. Mais voilà, je peux pas écouter Le plus fort c'est mon père sans pleurer en pensant à mon papa. Je peux pas écouter, voilà. Et en même temps, il y en a d'autres qui me font mourir de rire, quoi. Les souliers verts, je sais pas, Bande de dégonflés, m'éclate. Enfin voilà, il y en a plein. Elle a un esprit incroyable. Oui, et moi je me souviens de ses débuts en France, personne n'y croyait. Elle s'est battue petit à petit pour imposer son répertoire, et maintenant c'est complet partout. C'est comme vous, c'est l'anti-produit. Oui, écoutez, enfin voilà, je me souviens, ma plus belle déception, c'est une des premières chansons où je me suis dit, wow, ok, c'est incroyable d'écrire comme ça. Elle a vraiment une plume formidable, et surtout, c'est une interprète formidable aussi. Et vous êtes pleine d'émotions lorsque vous chantez votre famille, vos grands-parents dans Soi. Ça aussi, c'est à la fois moderne et classique, et c'est un hommage à vos grands-parents paternels, je crois, Anaïs Delva. C'est un couple, c'était un couple assez incroyable. C'est le seul couple que j'ai vu comme ça. Ils étaient très amoureux jusqu'au bout. D'ailleurs, quand ma grand-mère est décédée, mon grand-père est resté, mais en fait, il n'était plus là. C'était fou, en fait, de voir comme deux personnes peuvent... Ils m'ont toujours fait penser à la chanson de Brel, Les Vieux, en fait. Et c'est vraiment ça, c'était mes grands-parents. Et mon grand-père avait ça de particulier, qu'il ne se plaignait jamais. Alors, jusqu'au décès de ma grand-mère. Mais c'est la seule personne que j'ai connue dans ma vie qui était toujours de bonne humeur, et ça a été toujours quelque chose. Quand je dis voix de toutes les couleurs, il avait tout. Voilà, c'était quelqu'un d'entier qui était plein de couleurs, plein de soleil, qui se marrait tout le temps, qui faisait tout le temps des blagues, et c'est une grande influence pour moi parce que je me suis toujours dit qu'il faudrait que je m'efforce d'être comme lui. Oui, ils vous ont appris beaucoup de choses, vos grands-parents, Anaïs Delva? Bien sûr, mais déjà ils m'ont appris le bonheur. Oui. Mon grand-père m'a appris le bonheur. Et finalement, ce bonheur, vous le cultivez tous les jours en vous disant j'ai réussi à faire ce que je veux? Ah oui. Ah, je suis tellement fière, tellement heureuse et tellement épanouie. Il y a pas avoir réussi à aller au bout de mon rêve de gosse. Moi qui suis tellement un enfant encore dans ma tête et qui j'espère le restera toujours, c'est quelque chose qui ouais, ça va m'émouvoir toute ma vie, ça. Et une autre chanson justement où vous évoquez l'enfant que vous êtes en parlant de votre mère, Un peu trop loin de moi. Un peu trop loin de moi. Je crois que je te connais pas si bien que ça, d'un peu trop loin. Je vois chacun de tes tracas, tes petits pas. Alors là, c'est une chanson très particulière parce que votre mère est pied noir, je crois, Anaïs. Maman est pied noir, ouais. Ma mère est pied noir, ma grand-mère était pied noir aussi. Et ma maman a vécu des trucs que je comprenais pas quand j'étais plus jeune. Ma relation avec ma mère est compliquée parce que quand on est enfant, on voit pas ses parents comme un homme et une femme, on voit ses parents comme papa, maman. Et quand on devient une femme, on commence à comprendre que sa mère est aussi une femme, en fait. Et cette chanson, c'est ça, en fait, avec le temps, je me suis mise à voir, en fait, les petits pas qu'elle faisait vers moi, les choses que je voyais même pas, parce que moi, pour moi, j'étais toujours l'enfant et que j'attendais tout d'elle. Et c'est une déclaration d'amour pour elle, cette chanson, parce qu'il fallait à un moment que ça vienne, mais ça a mis du temps. Ouais. Et c'est une chanson universelle parce que beaucoup d'enfants ne se rendent pas compte de ce que sont leurs parents, Anaïs Delva. Mais tout le monde, je pense. Et c'est ça, hein, moi, ça a été une des plus grandes claques que j'ai prises avec ma jeune trentaine. Voilà, c'est de me rendre compte, de comprendre, en fait, ma mère. Elle vous racontait l'Algérie, vous dites dans cette chanson. Oui, elle m'a raconté plein de choses. Elle me racontait que quand elle était petite, à l'école, les autres enfants, ils avaient des lézards sur les épaules. Elle me faisait vraiment... J'avais l'impression d'avoir le tableau, en fait, dans ma tête. Et puis, elle m'a raconté des choses très dures aussi. Elle m'a raconté, par exemple, un jour où elle m'a dit, on a failli mourir avec mamie. On était dans la voiture, elle m'a emmenée à l'école, on s'est fait doubler par une voiture, et puis nous, on est resté à cadence normale, et puis au loin, on a entendu des coups de feu. Et là, on a fait demi-tour, on a compris que si cette voiture, les gens qui nous ont doublés étaient morts. Et ça, c'est des choses que je comprenais pas avant. Elle a vécu des choses très compliquées. Oui, et en plus, c'était un temps où les femmes n'avaient pas droit à la parole, et je sais combien vous défendez le féminisme, mais le féminisme avec des limites tout à fait honnêtes, Anaïs. Mais moi, je déteste l'extrémisme sous toutes ses formes, de toute façon, et je pense que l'extrémisme ne fait pas de bien à quelque mouvement que ce soit. Et le féminisme, c'est pas la haine de quoi que ce soit. En fait. Et c'est souvent ça qui est mal interprété. Parce que certaines personnes vont trop loin, sont trop
Le féminisme, c'est juste beau, c'est juste de l'égalité, mais c'est pas de la haine de l'homme. Et vous défendez aussi l'idée qu'il ne doit pas y avoir de diktat dans l'apparence avec une chanson « On n'a qu'une vie ». On n'a qu'une vie, et t'as faire peur à ennuyer. Je préfère être qui je suis, parler trop fort en société. On n'a qu'une vie, tant pis pour l'unanimité. Ça aussi, on n'a qu'une vie. C'est votre philosophie. En fait, j'en avais un petit peu ras-le-bol. C'est pareil, je l'ai écrite d'un trait. J'étais dans le train, j'en avais marre, j'entendais des trucs ridicules, quoi. J'allais en maison de disque, alors je vais être complètement cash, hein, j'allais en maison de disque et puis on me disait ah ouais c'est cool, hein, mais bon. Puis après par derrière, on disait à mon manager ouais mais elle a 30 ans quand même. Hein. Moi j'ai halluciné quoi. Je me suis dit mais on est sérieux à 30 ans, je suis périmée, c'est quoi le délire? Et puis il y avait ça, on me disait il faut être sexy, non faut pas être sexy, non sois pas, tu vas faire peur, ouais mais quand même, non mais parle pas trop fort, non mais parle plus fort, non mais c'était insupportable. Quand on est une femme dans ce métier, franchement, déjà faire ce métier est difficile. Et je pense que quand on est une nana, c'est encore plus dur parce que on veut tout le temps nous dire que ça va pas ce qu'on fait quoi en fait. Et moi j'en ai eu marre, je me suis dit non mais en fait j'ai juste envie d'être moi-même. Si ça ne plaît pas tant pis parce que comme je le dis tant pis pour l'unanimité, de toute façon ça ne dure jamais. Oui, mais en même temps ça plaît puisqu'apparemment les premiers échos de cet album sont archi bons. Tout à fait. Et puis cette chanson plaît beaucoup en plus. Oui. Et cette chanson en plus, ça évoque votre vie au quotidien. Et dans votre vie au quotidien, il faut savoir une chose, vous n'êtes pas végane, mais vous êtes végétarienne. Je suis végétarienne, oui. C'est venu comment ? C'est venu de mon amour des animaux, en fait, d'une prise de conscience lente et parce que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est ce que je dis toujours aux gens. Moi, encore une fois, je suis pas du tout extrême. Hein. Je respecte complètement le point de vue de chacun. Par exemple, l'homme de ma vie mange de la viande et c'est pas pour autant que ce n'est pas l'homme de ma vie. Mais voilà, j'ai pris conscience de plein de choses. J'ai vu des vidéos de la PETA, je me suis intéressée à des associations et puis je peux plus. Voilà. En revanche, vous pouvez encore chanter et vous le démontrer avec Babysitter. Je suis ta babysitter, mais maintenant je vois, la vie c'est pas comme il était une fois. Je suis ta babysitter, ne m'en veux pas. Je me demande s'il n'y a pas des inflexions aussi de Michel Berger. Berger, ça a été vraiment... et Balavoine et tout ça, ça a été vraiment très important pour moi. Et cette chanson, je me parle à moi-même en fait. Je parle à la petite fille que j'étais. Et quand je lui dis maintenant je vois que la vie c'est pas comme il était une fois, c'est parce que je pense que pendant très longtemps, quand on rêve un peu sa vie, qu'on veut être artiste, on peut être un peu naïf au début quand on arrive dans ce milieu. On se dit que c'est un rêve éveillé tout le temps et puis on se prend pas mal de petites claques, mais comme dans tous les métiers, on se prend toujours des petites claques sur le chemin. Et je lui dis qu'en fait ça va aller quoi. Que même si c'est pas un conte de fées, ça va le faire. Oui, non, ça va le faire. Alors maintenant, cet album est sorti, il y a des tournées prévues, car vous n'allez pas lâcher les choses comme ça. On va prévoir ça. Ouais. Mais avec une envie de continuer à être ce que vous êtes tout en faisant autre chose. Mais tout à fait. C'est ça qui est beau dans la vie, c'est la complexité et c'est de faire plein de choses. Et comment on fait pour faire plein de choses dans ce on monde? dort pas beaucoup. Voilà. Mais en fait, il faut se battre, quoi. Il faut pas avoir peur d'être qui on est. Moi, j'ai toujours autant envie d'être sur les planches. C'est pour ça que je fais I Love Piaf en ce moment avec vous, d'ailleurs, parce que ça me manquait cruellement. Et en même temps, ce week-end, j'étais en concert pour défendre mes titres et ça va continuer, oui. Oui. Alors cet album, vraiment, vous êtes arrivé au bout de votre travail et on va être nombreux à l'écouter parce que je suis convaincu que ça touchera beaucoup de cœur. Obsidienne. Et puis effectivement, on se retrouve tous les deux sur scène vendredi au Tour Eiffel à 19h dans la I Love Piaf. Merci Anaïs Delva. Merci, dans Jacques. quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye et nous on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.